Enfin, après des années d'attente, Star Fox est de retour, mais malheureusement il est de retour sur Wii U, la machine qui vous a offert des jeux aussi incroyables et bigarrés que Sonic Boom, Rise of Limerick ou peut-être même Devil Third. Ici vous avez un jeu qui a la particularité dès le début de commencer par une démo en temps réel qui vous montre que parfois, oui peut-être, le moteur peut atteindre 60 FPS. Alors ça c'est Falco Lombardi, comme vous le saviez certainement, il est italien, c'est pour ça qu'il vient de Lombardie, et ici vous avez un autre personnage absolument intéressant, il s'appelle Pepi Are, car vous savez c'est un nom japonais. Et c'est ces informations-là que vous allez apprendre dans cette démonstration particulière des effets pyrotechniques qui sont possibles dans cette œuvre presque vidéoludique et qui s'appelle Star Fox Zero, car c'est bizarrement un remake, ou plutôt un reboot, ou plutôt un soft reboot de la série Star Fox pour une nouvelle génération qui, admettons-le, n'en a absolument rien à taper parce qu'il n'y a que des adolescents trentenaires qui se souviennent des années 90 qui sont susceptibles d'acheter un jeu comme celui-ci, qui a la particularité d'être relativement injouable, relativement laid, peut-être même fluide, et qui en plus n'a absolument aucun intérêt pour peu que vous connaissiez la série, car c'est probablement l'un des pires jeux Star Fox qui soit jamais sorti, pour ne pas dire que c'est très certainement le pire jeu Star Fox que vous ayez jamais vu. Mais regardez, votre Arwing peut se transformer en volatile comme c'était le cas dans le second jeu qui n'est jamais sorti sur Super NES. Et c'est de ça dont il sera question dans cet épisode d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Alors, c'est un peu la malédiction nintendienne, mais quand on parle d'un jeu vidéo Nintendo, et je vais critiquer bientôt un jeu vidéo Nintendo, il faut dire ceci en guise de préambule, c'est que je n'ai absolument rien contre la compagnie Nintendo. Je préférais que la compagnie Nintendo soit en bonne santé financière, qu'elle sorte des jeux qui se vendent à millions d'exemplaires, afin d'avoir la possibilité peut-être de s'attaquer à ces idées de gameplay qu'ils n'ont pas encore réalisées, plutôt que de les voir ressasser, toujours de manière relativement douteuse pour des nouvelles générations, les gloires du passé de leur incroyable portefeuille de licences. Et c'est simplement ça qu'on peut dire sur Star Fox Zero, c'est que ce n'est pas le meilleur jeu Star Fox que j'ai vu, et c'est aussi simple que ça, c'est peut-être même probablement le pire. Je sais que de l'autre côté de l'écran, il y a déjà des gens qui sont là genre « Oh, mais pourquoi est-ce que tu parles des jeux vidéo Nintendo? Tu pourrais en dire du mal, merde, Nintendo, c'est Nintendo, et nanani, nanana. » Et remarquez que c'est surtout des gens qui, c'est assez étrange quand même quand on y réfléchit posément, sont cependant de ceux qui se prétendent pour la liberté d'expression sur Internet, mais que bon, bah voilà, uniquement quand ça les arrange, si ça c'est pas étrange. Donc, ici, ce que vous avez, c'est Star Fox Zero, un jeu de Nintendo Entertainment Planning and Development et Platinum Games, publié par Nintendo sur Wii U en 2016. C'est l'histoire, c'est assez étrange, dans l'univers, que ce n'est pas l'univers de Star Wars, il y a un petit gars, il s'appelle Fox McCloud, c'est un renard, voyez-vous, c'est un renard anthropomorphique et pas du tout un furry, qui a la particularité, c'est certain, de suivre dans les incroyables enjambées de son papounet, qui se battait contre un méchant singe, tandis que l'intégralité des autres animaux se battent contre les singes. Voilà, dans un univers qui n'est pas du tout adapté de Star Wars, mais que bel et bien il en a assez similaire, et qu'ici on est en train de diriger un gallinacé mécanique. Un gallinacé mécanique se trouve être la transformation de l'Arwing en poulet de combat, parce que c'est un peu une adaptation du prototype de Star Fox 2 sur Super NES qui vous est ici présenté par Platinum Games. Alors déjà, commençons par la base. Quand on est en train de chercher une compagnie pour réaliser un shmup au Japon, pourquoi est-ce qu'on se payerait Platinum Games plutôt que Treasure? Je ne sais pas précisément, cependant, il faut se dire que la pire portion des jeux Platinum Games, c'est souvent la portion de shmup qui rajoute au milieu, parce que décidément, on ne sait pas précisément pourquoi, mais il y en avait dans Bayonetta par exemple. Et ici, on va commander un hélicoptère. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet hélicoptère? C'est un gyro wing pour utiliser l'appellation locale, et qu'on va donc pouvoir planer de manière relativement peu satisfaisante vers une destination. Vous voyez, c'est le petit carré rouge, on va devoir se rapprocher de ce carré rouge, comme ça on va pouvoir hacker l'anus d'un gigantesque gorille mécanique afin que cet incroyable objet qui a été créé par Andros, si ça c'est pas fort de fruits, le méchant singe qui est venu d'une autre planète afin de faire régner la tyrannie dans l'univers de Corneria, et ben voilà, on a hacké l'anus électronique du Gigarius, et que maintenant le Gigarius il se bat pour Nus en quelque sorte, et c'est un peu pratique parce que c'est comme ça chez Corneria. Et que l'idée donc, quand on est en train
de faire un shmup, ben, vous avez la possibilité de vous dire que probablement qu'avoir des contrôles qui soient frais et responsifs, c'est un peu la base, hein, pour un shmup. Or, ici, c'est un shmup, ben, ils ont eu la terrible idée, parce que c'est un jeu sur Wii U, et que vous savez, il y a des gimmicks, il faut les respecter, parce que c'était pas une terriblement bonne idée, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle manière de faire des jeux Nintendo. Ici, le réticule de visée, comme vous le savez certainement, est dirigé de manière gyroscopique. Alors moi, si j'avais dû faire un jeu comme celui-ci, et j'aurais pas dû le faire, parce que c'est certain, ça aurait été un plaisir, mais si j'avais dû faire un jeu vidéo comme ça, j'aurais probablement essayé que l'on ne doive pas, toutes les 30 secondes, retaper le réticule de visée vers le milieu de l'écran en cliquant sur un stick. J'aurais probablement essayé, je ne sais pas moi, que ce soit le stick droit qui dirige ce genre de plaisanterie et que l'on utilise le système gyroscopique pour, vous savez, les barrel rolls, les somersaults, les trucs qu'on est censé faire comme des méthodes dilatoires et qu'on puisse, je sais pas moi, bouger l'assiette de son incroyable R-Wing avec la terrible système gyroscopique que je ne sais pas précisément pourquoi, mais sur Wii U, il me semble un peu moins précis qu'il l'était sur Wii, et sans doute est-ce que c'est une question de simplement, il manque ce petit artifice de la barre de senseur infrarouge qui se met à côté de son écran et que, bon, bah voilà, je veux dire, je ne sais pas si vous avez joué à des jeux sur Wii, mais sur Wii, il fallait pas retaper le réticule de visée toutes les 30 secondes afin de pouvoir continuer à taper dans les shots, par exemple, dans Resident Evil 4, je sais pas, par exemple, hein, voilà. Et c'est un titre qui est dirigé par des gens dont Yugo Hayashi, le directeur des mini-jeux de Wii Fit Plus, et Yusuke Hashimoto, l'un des producteurs de 1-1 Bayonetta. C'est produit par Shigeru Miyamoto, vous savez, Wii Music, Tadashi Sugiyama, un designer de pinball sur NES, c'est un type qui est avec la compagnie depuis plus de 30 ans, c'est ça que j'essaye de dire, et Atsushi Inaba, un producteur de jeux extraordinaires comme Mad World, les Beautiful Joe, et vous savez, les Gaku Tenseiban, et Ace Attorney, à la base c'était lui qui les produisait, et maintenant il vous les sort encore et toujours de manière téléchargeable sur Nintendo 3DS, comme ça vous n'avez pas la possibilité d'avoir le plaisir de mettre une petite boîte dans votre collection, et c'est sur base d'un design de Hirono Sato, l'un des game designers de Bayonetta 2, Akiteru Naka, pareil, et Ryoria Sakabe qui a lui aussi travaillé sur Bayonetta 2. Alors il faut se dire que quand on est en train de faire un jeu comme celui-ci, ben voilà, je veux dire, c'est quand même un plaisir particulier de pouvoir jouer à un shmup, ça, c'est une évidence, surtout à notre époque, et c'est un shmup qui a visiblement eu un petit peu de budget, mais c'était pas un bon shmup, parce que quand on imagine ceci, je vais pas aller dire que les portions qui sont sur rail ne fonctionnent pas, mais quand on est tout le temps en train de devoir marier le fait de bouger son réticule de visée de deux manières différentes, c'est-à-dire que vous pouvez le bouger un petit peu en même temps que la caméra avec la stick droit, et qu'ensuite vous pouvez de manière soi-disant à faire plus de précision, le bouger avec ce réticule de visée gyroscopique que vous devez retaper toutes les 30 secondes. Et je ne trouve pas que ça fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté de l'écran et font « Ah, mais quand tu l'as fini 3 fois, ça devient un plaisir. » Alors je pense qu'un jeu Nintendo devrait avoir une espèce de pureté de design dans les systèmes de contrôle qui ferait que décidément on comprend dès la première seconde que c'est un plaisir d'y jouer et qu'ensuite, si ça c'est pas inouï, on pourrait prendre plaisir à devenir de meilleur en meilleur à un jeu comme celui-ci. Or je pense que c'est un peu trop bizarre, un peu trop obtus, ça ne fonctionne pas réellement aussi bien qu'on prétend que c'était le cas. Je pense que ce jeu-ci en particulier est probablement le pire Star Fox qui m'ait jamais été donné de jouer. Et quand on y réfléchit posément, quand un jeu qui sort en 2016 est moins réussi dans ses systèmes de gameplay que par exemple, je sais pas, moi, Panzer Dragoon 2, il y a un problème. Je pense que ce problème ici, c'est la volonté qu'ils ont chez Nintendo à toujours forcer leur fameux gimmick. Déjà, vous avez 2 écrans, c'est pas du tout confusionnant de jouer sur 2 écrans à la fois parce que vous avez le réticule de visée, vous pouvez viser de manière plus précise en regardant l'autre écran, celui qui est en bas. Comme ça, vous voyez, avec le cockpit, vous pouvez tirer sur des trucs. Et je pense que ça ne fonctionne tout simplement pas aussi bien que c'était censé fonctionner. Ça fait sens sur papier d'essayer de rebooter la série pour les enfants de 7 ans de maintenant qui décidément doivent avoir plus envie de jouer à Grand Theft Auto qu'à Star Fox Zero. Mais bon, voilà, je veux dire, ça fait sens d'une manière purement conceptuelle. Mais je pense pas que ce soit réussi. Et je pense pas que ce soit un jeu qui soit particulièrement réussi. Je veux dire, vous pourriez dire qu'il est au mieux médiocre, mais on pourrait pas réellement dire qu'il soit extraordinaire. J'apprécie le fait qu'il tourne à peu près à 60 FPS. Je veux dire, c'est plaisant de voir qu'il y a des fondamentaux de game design qui restent toujours et encore les mêmes chez Nintendo, mais de là à conseiller ce jeu-ci, je ne pense pas que je le pourrais. Et en voyant la manière dont il a été, en quelque sorte, apprécié par ses fans qui essaient de toute manière d'essayer de défendre les productions nintendiennes aussi foireuses soient-elles, je peux simplement vous dire ceci, il est temps pour Nintendo d'arrêter cette parenthèse étrange à la Wii U et de s'attaquer à quelque chose de peut-être un peu plus conventionnel ou d'un peu plus précis dans ses mêmes fondamentaux, car celui-ci c'était bel et bien un Star Fox, mais c'était un Star Fox 0.